Mesdames, Messieurs, l'exercice qu'on me demande d'effectuer n'est pas très simple. Après la qualité des... Après la qualité des interventions antérieures, le fait aussi que si je représente le comité d'éthique du CNRS, je n'en suis pas membre. Je souhaite d'ailleurs excuser les membres du COMETS, et notamment sa présidente, Christine Noiville, qui n'est pas en France aujourd'hui et qui est vraiment désolée, mais à qui je ferai part de tous les débats. Et les autres membres étaient, fin de l'année aussi, soumis à quantité d'obligations, de lecture de thèse, etc. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir, avec grand plaisir en ce qui me concerne. Mais face à une assistance telle que vous êtes, je dois reconnaître, je ne suis pas moi-même chercheur, donc ça fait une petite différence. Et puis en plus, bon, fin d'après-midi, il fait quand même assez chaud. J'espère que ça ne sera pas trop ennuyeux ce que je pourrais vous présenter. Alors, je voudrais d'abord indiquer deux, trois choses sur le comité lui-même qui n'est peut-être pas très connu. Je vais passer relativement rapidement, mais au moins c'est intéressant à propos du comité d'éthique parce que l'éthique au CNRS, d'ailleurs beaucoup de personnes sont du CNRS, j'ai pu le comprendre aujourd'hui, donc vous me corrigez, enfin, puis vous le savez sans doute, l'éthique au CNRS c'est des instances différentes en fait. Il y a le COMETS qui date de 93, donc il y a bientôt 30 ans, et qui traite de la portée éthique de la démarche de recherche. Mais il y a aussi un référent déontologue qui traite des questions de déontologie, c'est pas tout à fait la même chose. Un référent qui est aussi d'ailleurs référent lancement d'alerte, référent laïcité, chargé de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, donc c'est des applications différentes. Et puis il y a un référent, une mission et un référent à l'intégrité scientifique. Donc oui, intégrité, déontologie, éthique participent du même mouvement, mais sont des comités différents. Au fond, les deux référents traitent de cas particuliers. Et le COMETS, non. Et c'est une difficulté que l'on a d'abord au CNRS parce que arrive au COMETS toute une série de demandes particulières concernant des problèmes éthiques, d'intégrité, de déontologie que nous ne pouvons pas traiter. Et c'est aussi une difficulté au niveau européen, dans la mesure où nous nous efforçons, à partir du comité d'éthique, qui traite théoriquement, enfin qui n'est compétent que pour les CNRS, d'abord bien sûr de réfléchir en commun avec les autres instances, ont été évoquées tout à l'heure l'INRAE, l'INSERM, qui ont aussi leur comité d'éthique et qui réfléchissent sur des sujets voisins, autant réfléchir ensemble, et puis les universités bien entendu, mais il y a aussi la dimension européenne, il y a des équivalents du CNRS en Europe, en Allemagne, la Max Planck, la Helmholtz, la Leibniz, qui ont aussi des comités d'éthique, et réfléchir avec eux serait intéressant, à ceci près que je me suis rendu compte depuis que j'ai pris mes fonctions, depuis 1 an et demi, que dans beaucoup d'instances européennes, les comités d'éthique s'occupent d'intégrité. Et même si les chercheurs, bien entendu, réfléchissent aux questions d'éthique propres à la recherche, leur comité d'éthique, en fait, s'occupe d'intégrité. Donc nous n'avons pas véritablement d'équivalent. Même question, d'ailleurs, à l'égard de la Commission européenne, qui a aussi un comité d'éthique, mais évidemment, ça, ce sont les merveilles ou les mystères des affaires européennes. Ils ne répondent pas. Bon, voilà, très bien. Donc, le comité d'éthique se situe un peu de manière particulière par rapport au reste des instances, et je pense qu'il était utile de le préciser. D'autre part, mission, fonctionnement, voilà, c'est un peu ce que j'indiquais, réflexion sur les aspects éthiques de la démarche de recherche, l'idée aussi de formuler des recommandations, mais comme le COMETS est une instance indépendante, ce sont des recommandations, c'est-à-dire que la direction du CNRS peut les suivre ou pas. Elle s'adresse d'ailleurs à l'ensemble de la communauté des chercheurs du CNRS, de tous les partenaires du CNRS, et elles sont purement... ce sont des recommandations qui recommandent, c'est une tautologie, excusez-moi, mais c'est un peu ça, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Et puis, d'autre part, il y a une question aussi de sensibilisation aux questions éthiques. Comment former à l'éthique? Qu'est-ce que l'éthique? Comment intéresser les chercheurs, les ingénieurs de recherche, le personnel du CNRS aux questions éthiques, qui ne sont donc pas des questions d'intégrité. Et beaucoup confondent. Et finalement, la question de l'environnement, qui a été abordée pendant toute l'année dernière et qui a abouti à un avis en décembre de l'an dernier, a permis ainsi de multiplier les débats
au sein du CNRS, et des débats comme celui que vous avez eu ce matin, qui était passionnant et qui au fond, faisait écho à ceux qui ont eu lieu au CNRS pour la rédaction de cet avis. D'autre part, je voudrais signaler aussi que c'est un comité indépendant, totalement indépendant, qui donc a la possibilité de se saisir lui-même de questions relatives aux démarches de recherche. Il s'est d'ailleurs saisi d'une question, et Madame Ruffy, que nous avions auditionné, le sait bien, de ce que vous avez évoqué, de l'engagement. On avait eu le plaisir de vous entendre à ce sujet, l'engagement des chercheurs. Un chercheur peut-il s'engager, prendre des positions politiques, comme vous disiez, tout en disant qu'il est chercheur au CNRS? Enfin, ce sont toutes des questions. C'est un avis qui sortira sans doute au mois de septembre. C'est une réflexion éthique aussi très, très profonde. Voilà, donc il peut s'autosaisir, mais il peut être saisi aussi. Et effectivement, le PDG du CNRS peut saisir le CNRS, lui poser des questions. Nous avons été effectivement saisis, enfin le COMETS a été saisi de la question de l'impact environnemental de la recherche. Il a été saisi d'autres questions, que je ne vais peut-être pas détailler puisque nous n'avons pas encore abouti. Et puis, il se susurre, il se dit que nous pourrions être éventuellement saisis des questions relatives à l'intelligence artificielle et à ce mot que tout le monde prononce depuis à peu près 5 mois maintenant, ChatGPT, tout en notant quand même que l'INRI a un comité d'éthique, qu'il y a au niveau national un équivalent une sorte de comité national propre aux questions numériques qui traite de ces questions. Là aussi, il ne s'agit pas de fonctionner en vase clos, mais de bien discuter avec les autres comités d'éthique. Et si d'autres se sont déjà intéressés à telle ou telle question, peut-être que le CNRS pourrait réagir à ce qu'ils ont déjà produit. Voilà, en tout cas, voilà comment les choses fonctionnent. Et la composition, je tenais à vous l'évoquer, donc 12 personnes, et malheureusement donc qui ne pouvaient pas être là, la présidente. Et puis alors 12 personnes, là je rebondis un peu sur l'interdisciplinarité. Enfin non, là c'est pas de l'interdisciplinarité, c'est le fait que toutes les disciplines soient représentées. Mais quand même, c'est un petit lieu d'interdisciplinarité puisqu'il y a des philosophes, des juristes, des mathématiciens, biologistes, des médecins, un climatologue, un sociologue, une vétérinaire, un informaticien. Tous ces gens discutent ensemble quand même, alors ne produisent sans doute pas un article de recherche, mais produisent une réflexion sur une particularité de la recherche qui est l'éthique. C'est un lieu d'interdisciplinarité. Ce qui, vous remarquez peut-être, c'est qu'essentiellement, il y a une parité, bien entendu, aussi de genre, mais en revanche, au niveau national, là, nous ne sommes pas allés très loin, contrairement à d'autres comités d'éthique, notamment le comité d'éthique conjoint de l'IRD, IFREMER et 2 autres organismes que j'oublie à l'instant, font appel à des chercheurs, non seulement en Europe, mais même dans le reste du monde. Le CNRS hésite sur ces questions parce qu'en fait, l'intérêt de ce comité, c'est de pouvoir se rencontrer autrement que par Zoom, de pouvoir véritablement discuter. Et quand on demande à des personnes étrangères de venir, d'abord se pose un problème de disponibilité, un problème financier, un problème maintenant de marque, de déplacement en avion. Donc voilà, pour le moment, il est un peu franco-français, même s'il y a une germano-anglaise dans le comité. Ça pourrait être des choses, des pistes d'évolution de sa composition. En tout cas, il est nommé pour 4 ans, 2021-2025. Voilà. Et d'ailleurs, célébrera l'an prochain son 30e anniversaire, ce qui en soit, mais qui pourrait permettre justement de lancer un peu un élargissement. C'est-à-dire que ce que nous envisageons, c'est de réunir des représentants des comités d'éthique d'autres universités, d'autres centres de recherche en Europe et dans le monde, histoire de voir si nous évoluons en commun, si nous avons les mêmes préoccupations, si la question, par exemple, de l'impact environnemental de la recherche intéresse d'autres centres de recherche ou pas. Et si je n'ai pas pu arriver ce matin à l'ouverture, c'est parce qu'au CNRS, nous recevions l'Université du Chili, par exemple, qui souhaite se doter d'un comité d'éthique, non pas un comité d'intégrité, mais un comité d'éthique, et que
il fait la tournée en Europe pour savoir comment les choses fonctionnent. Il s'intéresse à la manière dont le CNRS fonctionne. Voilà. Et puis aussi la production. Voilà, 43 avis en 30 ans, mais là je passe sur l'histoire, mais il y a eu des périodes où il ne fonctionnait pas bien, etc. Mais, donc il y a des périodes un peu creuses. Enfin voilà, 43 avis qui ont été produits et que j'ai essayé de répartir en fonction de catégories qui valent ce qui valent. Hein. Donc certains avis concernent des domaines disciplinaires précis, certains avis traitent plutôt de la méthodologie scientifique, d'autres sur la conditions dans les laboratoires, d'autres sur la dissémination, la communication. Hein, le premier avis portait sur la communication et on est toujours 30 ans après sur ces questions de communication, communication avec les médias, communication avec l'opinion, utilisation, on ne disait pas ça il y a 30 ans, des réseaux sociaux, mais voilà, la réalité est là. Et puis une question de relation entre le public et le privé. J'aurais dû le dire dès le départ, voilà, l'adresse. Hein, j'ai appliqué les conseils du CNRS. Notamment, je n'ai pas imprimé 150 versions de l'avis, ce qui aurait été, au fond, incompatible avec les questions environnementales. Et donc, si vous souhaitez, je vous renvoie à ce site qui est très facile d'accès et dans lequel vous trouvez tous les avis en français et en anglais, relativement bien traduits. Voilà. Alors, d'autre part, on m'a demandé d'évoquer, bien sûr, l'avis de décembre dernier qui s'intitule « Intégrer les enjeux environnementaux à la conduite de la recherche ». Une responsabilité éthique. Et je voudrais commencer par le contexte, mais est-ce utile, après tout, ce qui a été dit ce matin, et puis au début de l'après-midi, et puis qu'on sait, il y a une véritable préoccupation de la part des chercheurs, enfin de certains chercheurs, qui tient sans doute souvent aussi l'âge, la discipline, enfin sur l'empreinte carbone des déplacements, sur l'empreinte carbone du recours aux instruments, enfin aux nouvelles technologies, voilà, qui ont conduit le PDG du CNRS à saisir le comité d'éthique pour avoir une sorte d'opinion globale qui puisse circuler, qui puisse amorcer le débat au sein de la communauté CNRS. Voilà. Voici d'ailleurs cette saisine. Hein, donc vous voyez comment ça se passe. C'est très simple. Le PDG du CNRS envoie une lettre au président ou à la présidente et cadre vaguement la question, avec toute liberté pour le comité d'éthique de recadrer la question selon les modalités qui lui paraissent les plus utiles. Et puis, le travail commence. Commence comment? D'abord, les membres désignent quelques membres parmi eux, mais enfin, vous voyez qu'un certain nombre d'entre eux se sont mis à fond dans le travail, et puis on auditionne toute une série de personnes qui peuvent permettre d'orienter, de cadrer les débats, de proposer des références bibliographiques, des exemples, enfin, voilà, c'est un procédé assez classique, mais tout à fait intéressant, et qui nécessite quand même pas mal de contact, de travail de préparation, et c'est un peu ça qui m'incombe en tant que secrétaire général, c'est arriver à faire en sorte que ce type d'audition puisse être utile, qu'on en fasse des résumés, que ce soit lisible, compréhensible par tous, enfin voilà un peu comment la démarche fonctionne. Et puis ensuite, les membres se mettent à rédiger, ce qui n'est pas simple, est un exercice que je trouve absolument passionnant, mais qui pour une personne comme moi qui ne suis pas chercheur d'origine est une très grande capacité d'écoute et là c'est même pas de l'interdisciplinarité, c'est de l'interhumanité. Enfin, je vois bien que les membres parviennent à s'écouter, à transiger, à trouver des positions communes, même si une procédure d'avis minoritaire est possible. Par le passé, le COMETS a rendu 3 ou 4 avis avec un avis dissident. Non pas qu'ils se prennent pour la Cour suprême, mais parfois il n'y a pas de consensus possible. Et donc, on fait en sorte de pouvoir prendre en compte les avis des uns et les autres. L'avis sur la communication de la recherche en temps de crise était visiblement, auquel je n'ai pas participé parce que je n'étais pas encore là, visiblement à cause des tensions internes. En revanche, sur l'environnement, il y a une véritable convergence. Donc en gros, cet avis, il a un plan logique. D'abord en résumé, je pense très important, d'abord pour la lecture de tous, parce que c'est un avis d'une 50aine de pages quand même. Il n'est pas toujours simple d'avoir le temps, de trouver le temps de lire 50 pages. Important aussi pour les médias, qui ne le liraient pas s'il n'y avait pas 50 pages. Je crois que la dame des médias n'est plus là, mais bon, voilà. Et puis, la saisine, l'analyse, et puis une analyse assez complète, enfin, des termes du sujet. Quelles sont les questions qui se posent?
S'agit-il de questions philosophiques? S'agit-il de questions éthiques? Je dirais l'un et l'autre, d'une certaine manière. Comment peut-on prendre le sujet à bras-le-corps? Et je pense que c'est ça l'intérêt, c'est que le Comet se met vraiment sur la table, montre comment il a abordé le sujet, et ensuite des recommandations. Et comme le temps coule, et puis que c'est sans doute le plus intéressant, je voudrais voir avec vous les recommandations, qui, une fois de plus, n'ont pas de portée juridique, normative, enfin, ce sont des recommandations. Et donc, beaucoup de choses qui ont été dites ce matin quand je suis arrivé, je les retrouve dans les recommandations. C'est qui me paraît être une phase, enfin, comme assez intéressante, une mise en phase. Alors, d'abord, reconnaître que la prise en compte de l'environnement fait partie intégrante de l'éthique de la recherche. C'est-à-dire que, comme d'ailleurs il est précisé, comme d'autres, non, peut-être pas dans la recommandation finale, mais comme d'autres sujets, comme par exemple la question animale. L'expérimentation animale est une question éthique propre à certains types de recherche. Eh bien, voilà, même chose. L'impact environnemental de la recherche que l'on mène, il est nécessaire d'y réfléchir dès le départ, ex ante, dans une logique d'éthique de la recherche. Ou bien on s'en fout complètement et on fait ce qu'on veut. Et voilà, ou alors en tant que chercheur, et c'est comme un peu, me semble-t-il, ce qui ressort de tout ce que vous avez pu dire jusqu'à présent, c'est très important de bien se rendre compte que il y a une dimension morale de ce que l'on fait et que l'on ne veut pas en défier. Donc voilà, pensez à la question environnementale d'emblée comme faisant partie intégrante désormais de l'éthique de la recherche. Il faut que le CNRS l'accepte, le reconnaisse. Enfin, c'est une proposition. Il faut encore que l'organisme le dise ou le veuille ou simplement se contente d'opiner. Enfin, c'est une recommandation. Voilà. La deuxième, c'est un peu ce que j'ai vu dans la réunion depuis ce matin. Multiplier les espaces de discussion. Il faut que le sujet n'arrive pas d'en haut, mais qu'au contraire, qu'il vienne des chercheurs et des ingénieurs de recherche et de tout le personnel qui contribue à la recherche au CNRS pour parvenir à s'emparer du sujet. Il ne s'agit pas d'imposer des solutions top-down, mais véritablement de proposer qu'il y ait des réflexions sur la question. Voilà, ce qui est écrit. Voilà, développement qu'il y ait une sorte de référent dans chaque unité de recherche, qu'on traite la question dans des enceintes plus larges. Enfin, qu'on considère vraiment que la question de l'impact environnemental de la recherche est une question qui appartient à tout le monde et que tout le monde est appelé à en discuter pour en retirer petit à petit des consensus, ou un consensus. Voilà. Troisième temps, mesurer les impacts environnementaux. Là aussi, c'est une question qui a été évoquée ce matin, si je ne m'abuse. Comment avoir une vraie méthodologie de mesure. Comment savoir exactement quel est l'impact d'un déplacement en avion, par exemple. On m'avait demandé de faire quelques recherches sur le sujet, donc j'y ai passé plusieurs jours et j'ai trouvé des chiffres totalement différents des uns des autres. Tel passager, c'est 10 tonnes, 2 tonnes de CO2. Ce n'est pas toujours évident d'arriver à avoir des résultats clairs pour le moment. Et d'autre part, il n'y a pas que l'empreinte carbone, il y a aussi l'empreinte sur la biodiversité. Donc voilà, une méthodologie scientifiquement solide pour mesurer les impacts et aussi une prise en compte, meilleure prise en compte des impacts environnementaux, gaz à effet de serre, mais pollution, atteinte à la biodiversité. Voilà, développer une culture de l'impact. Comment mesurer son impact comment mesurer l'impact de la recherche, en écartant aussi ce que beaucoup de chercheurs disent, oui, mais l'impact de la recherche par rapport à l'impact des jeux vidéo, par rapport à l'impact du big business, c'est rien. La question n'est pas tellement là. En tant que chercheur, enfin pas moi, vous, en tant que chercheur, vous prenez en compte la question de l'impact de la recherche, même si celle-ci est certainement bien inférieure à d'autres activités humaines et à celle du tourisme, par exemple, bien entendu. Voilà. Et je pense aussi important de pouvoir ensuite parier sur une logique de proportionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'on aura une bonne méthode pour mesurer l'impact de ce que l'on fait, comment parvenir à peser le pour et le contre, c'est-à-dire ce que je fais a un impact négatif, par exemple, mesurable, mais néanmoins l'utilité de la recherche quand elle aboutira,
compensera cet effet ou pas. Enfin, il y a une logique de comptabilité, l'idée n'étant pas de faire en sorte qu'on impose a priori des normes extérieures qui diraient tel projet pollue, donc on arrête, tel projet ne pollue pas, on arrête. Enfin, toute la responsabilité, au fond, des communautés de recherche, des laboratoires et des chercheurs. Il ne s'agit pas d'imposer de solutions par en haut, ce qui ne veut pas dire que plus tard, lorsqu'un consensus sera dégagé, il n'y aura pas des normes à établir, mais pas a priori. Et ayant eu le plaisir de représenter, avant de prendre ces fonctions-ci, le CNRS à Bruxelles pendant 7 ans, je peux vous dire que là, je vois déjà les dents aiguisées de certains fonctionnaires européens. Ah, nous allons pouvoir ajouter une catégorie supplémentaire dans les projets européens, la marque environnementale, avec des tas de critères impossibles, tout régi dans un anglais impossible. Non, ce n'est pas ce qu'on propose a priori. Voilà. Et puis, 4e recommandation, former, innover, voilà. Mais là aussi, c'est des choses qui ont été évoquées ce matin. Voilà, favoriser la capacité des laboratoires à apporter des solutions innovantes, former le personnel, dimension environnementale de l'éthique. Enfin, voilà, former, discuter pour pouvoir éventuellement apporter des solutions innovantes. Parce qu'après tout, oui, on dit la science a un impact environnemental. Oui, d'accord, il y a le déplacement. Il y a la question aussi même des choix des sujets qui peuvent avoir un impact. Oui, mais la science est aussi des solutions. D'ailleurs, je paraphrase simplement le PDG du CNRS. C'est pas à d'autres que des scientifiques. On va demander des solutions pour lutter contre l'environnement. Donc, somme toute, oui, peut-être que la science a un impact, mais elle a aussi pour but de réduire cet impact dans sa pratique, mais aussi dans les solutions scientifiques ou techniques ou les innovations auxquelles elle donnera lieu. Donc ça aussi, ça doit être pris en ligne de compte. Et puis, recommandation, environnement et politique de recherche. Là, l'idée est un peu... Le COMETS, comité indépendant, rattaché à la présidence du CNRS, parle au CNRS, qui est légitime, et à la communauté du CNRS, à tous les chercheurs, ingénieurs de recherche, assistants de recherche. Bon. Mais il peut aussi un peu parler aux autres. Donc c'est un peu l'idée de faire en sorte que le CNRS lance un peu avec ses partenaires, les autres organismes de recherche, les universités, qui ont certainement d'ailleurs de leur côté commencé aussi ce type de réflexion, pour que le débat monte, quitte simplement l'enceinte CNRS, pour arriver à l'échelle nationale, et je le souhaite aussi ardemment à l'échelle européenne, voire internationale, du moins avec les démocraties, qui ont une science démocratique. Je ne nommerai aucun pays que vous imaginez bien. On ne peut pas vraiment discuter avec eux, mais en revanche, avec tous ceux qui le voudraient, c'est intéressant aussi de croiser les solutions, croiser les discussions. Ont-ils les mêmes enjeux? Voient-ils les mêmes choses? Enfin, ce n'est pas toujours simple, évident de discuter, ne serait-ce que pour des questions, et je termine là-dessus puisque ça sera l'objet de la table ronde, du statut des chercheurs différents dans les pays, de l'organisation de la recherche différente. Je constate, après donc une longue période passée à Bruxelles, à quel point nous sommes encore centralisés, à quel point le CNRS, en dépit de toutes ses qualités, est centralisé par rapport à d'autres instances équivalentes, les grands organismes de recherche européens, qui ont des réflexions qui sont liées à leur structure. Par exemple, en Allemagne, à chaque Länder, enfin, ou à chaque morceau d'institut, les instituts eux-mêmes, enfin les grands organismes eux-mêmes, la Max Planck n'a pas une réflexion globale sur le sujet, mais toute une série de réflexions au niveau de ces instances régionales. Voilà, sur les 5 recommandations, tout ça est certainement mal dit de manière jargonnante par quelqu'un qui n'est pas, comme vous, un chercheur, mais qui est passionné par le travail qui a été mené, par l'intensité des discussions, par le résultat et son impact. J'aurais dû peut-être rajouter une slide. Il y a eu énormément de demandes d'universités de venir présenter l'avis, et les membres se sont beaucoup déplacés. Il est certain que si l'un des membres du comité était venu aujourd'hui, sans doute ça aurait été préférable pour vous, mais ils sont allés vraiment dans beaucoup d'endroits. Nous allons encore à Bruxelles à 2 reprises. Voilà, donc il y a eu un certain impact de cet avis, et je pense que c'est pour ça qu'on a dû demander au COMETS de venir. Je vous remercie en tout cas je pense que j'ai tenu la distance, voilà. Je vous remercie pour votre audition, enfin votre écoute, votre patience, malgré la chaleur, et puis nous passons à la suite des opérations, j'imagine. Voilà.